Salut tout le monde, cette vidéo est directement liée à celle que l'on a faite avec l'ami Rob de la chaîne L'Histoire avec une grande H, donc je vous invite à aller sur sa chaîne pour la voir. Il y est question de la campagne d'Égypte menée par Bonaparte à la toute fin du XVIIIe siècle, et on y parle notamment de ses aspects militaires et un peu scientifiques. Cette vidéo lui est donc associée puisqu'on va parler de l'œuvre monumentale qui a suivi le retour de l'expédition, la description de l'Égypte. Mais permettez-moi d'abord de saluer et remercier Rob qui nous fait l'honneur de passer sur la chaîne. Salut l'ami! Bonjour. Merci à toi. De rien, mais la vidéo n'est même pas comme... Maintenant que les présentations sont faites, on y va. Au moment d'embarquer en direction de l'Égypte pour une campagne de grande ampleur, Bonaparte intègre à l'expédition, outre les milliers de soldats, plusieurs centaines de scientifiques de divers horizons. Ce sont plus de 200 savants qui prennent le large, parmi lesquels des étudiants de l'école polytechnique comme Jean-Baptiste Jollois et Édouard Devilliers, mais aussi des scientifiques renommés comme Gaspard Monge, Claude-Louis Berthollet, Geoffroy Saint-Hilaire ou encore Dominique Vivant-Denon, le doyen de la troupe. Bonaparte crée pour l'occasion la Commission des sciences et des arts de l'armée d'Orient, commission dont les objectifs sont multiples. Selon Patrick Guénifet, l'idée de joindre à l'expédition militaire une mission scientifique vient du mathématicien Gaspard Monge, proche de Bonaparte. Quand il est à Rome en 1797, Gaspard Monge constata le contraste singulier que présentaient les monuments des Romains et des Grecs et ceux des Égyptiens. Si ces derniers n'offraient pas, comme les premiers, l'élégance, la grâce, la variété, ils avaient pour caractère la simplicité, la régularité, la grandeur et surtout la durée. Le géomètre s'interrogeait sur l'audace, la force et le savoir des hommes qui avaient taillé si parfaitement des masses imposantes de pierre. Il aurait désiré retrouver leurs connaissances astronomiques et mathématiques, les procédés de leur art, les usages de leur vie publique et la signification des cérémonies politiques et religieuses. Bonaparte, alors élu à l'Institut national des sciences et des arts, accepte l'idée de Monge, c'est-à-dire de joindre des scientifiques à l'expédition militaire. Mais selon Jacques-Olivier Boudon, l'idée viendrait en fait de Bonaparte, qui souhaite porter les arts de l'Europe à un peuple demi-barbare et demi-civilisé sans lumière scientifique. Ouais, c'est super sympa pour les Égyptiens de l'époque. Dans tous les cas, que cette idée vienne de Monge ou de Bonaparte, le Directoire, l'institution qui dirige alors la République française, accepte d'envoyer des scientifiques avec les militaires en Égypte, et ce par un arrêté pris le 26 Ventose en 6. Selon Patrick Guénifet, ce sont Monge, le chimiste Claude-Louis Berthollet, le général de brigade Maximilien Caffarelli, ainsi que le mathématicien et physicien Joseph Fourier, qui recrutent les scientifiques. La plupart des scientifiques qui acceptent sont jeunes, novices, et pour beaucoup issus de la récente école polytechnique de 1794. On va trouver également dans cette commission des sciences et des arts de l'armée d'Orient des militaires, d'où la présence de Caffarelli, qui sera d'ailleurs le président de cette commission. Le but de cette commission est d'étudier l'Égypte dans son entièreté, sa géographie, sa faune, sa flore, sa population, ses mœurs et coutumes, ses monuments, son histoire, à la fois pour apporter énormément de connaissances au monde scientifique, mais aussi pour mieux développer l'Égypte, afin d'en faire une colonie française sur le long terme. Des artistes sont également présents afin d'immortaliser l'expédition, car rappelons évidemment que la photographie n'existe pas encore. Leurs dessins et croquis offrent une vision saisissante de l'Égypte à la fin du XVIIIe siècle. Et Bonaparte veut également des hommes de lettres, comme il l'explique. Il nous faut un barde qui, dans le besoin, chante à la tête de nos colonnes. Un barde qui, d'ailleurs plus tard, pourrait, pourquoi pas, compter les exploits de l'armée d'Orient dont Bonaparte est le chef. Et donc de mettre un peu en avant Bonaparte. Après avoir approché des dramaturges, des écrivains, des chanteurs célèbres comme François Lay dit Laïs, qui tous refusent, on choisit François-Auguste Parseval Grandmaison. Alors oui, je sais, il a un nom de personnage de jeu de rôle. Mais cet homme est à la fois peintre, poète et écrivain. Et à l'époque, il est assez peu connu. Comme l'explique Jacques-Olivier Boudon, il remplira son office de poète du régime
jusqu'à intégrer l'Académie française en 1811. En gros, ça veut dire qu'il a bien bossé pour Bonaparte. Et que donc Bonaparte était content de lui. Au moment d'embarquer, la plupart des hommes ignorent la destination finale de l'expédition. Ce secret est plus ou moins maintenu afin d'éviter toute fuite d'informations qui permettrait à la flotte anglaise, dirigée par l'amiral Nelson, de se porter au devant de l'armée française. De plus, Bonaparte compte bien utiliser l'effet de surprise pour mettre le pied en Égypte en prenant de court les Britanniques. Ce n'est qu'une fois au large que l'information commence à circuler sur les navires, suscitant un certain enthousiasme aussi bien chez les soldats que chez les savants. En effet, nombre d'entre eux sont persuadés d'acquérir là-bas une certaine gloire, car l'Égypte était alors considérée comme le berceau de la civilisation, et son étude allait sans aucun doute permettre de grandes avancées scientifiques et philosophiques. Surpris par les conditions déplorables du voyage et par la cohabitation difficile avec les soldats, plusieurs dizaines de ces savants débarquent à Malte lors de sa conquête par l'armée de Bonaparte, puis rentrent en France. Ce sont donc au final 167 scientifiques qui parvinrent en Égypte, répartis en un grand nombre de disciplines. Naturalistes, géomètres, architectes, médecins, pharmaciens, historiens, géographes, chimistes, physiciens, astronomes, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est surtout après le désastre d'Aboukir et avec la création de l'Institut d'Égypte en août 1798 que les savants de l'expédition sont véritablement mis à contribution. L'Institut d'Égypte, comme l'indique l'arrêté pris par Bonaparte lui-même, avait pour but de s'occuper du progrès et de la propagation des Lumières en Égypte, ainsi que d'œuvrer à la modernisation du pays. Bonaparte entend lancer une vaste campagne de construction de moulins et autres systèmes d'irrigation, mais également par exemple réformer le système judiciaire égyptien. Et tout cela passe par l'étude systématique du pays. Géographie, constitution des mœurs du peuple égyptien, faune et flore, minéralogie, architecture, commerce, histoire et patrimoine, tout y passe. Et c'est Gaspard Monge, mathématicien renommé, qui prend le premier la présidence de l'Institut d'Égypte. Les travaux des savants sont divers et nombreux. Lors du passage de l'armée au Caire, les scientifiques en profitent évidemment pour se rendre sur le plateau de Giza, et entre autres mesurer les pyramides. Outre ces mesures, de très nombreux dessins et relevés sont pris dans les différents monuments visités. C'est par exemple le cas du célèbre zodiaque de Dendera, ou encore des temples de Karnak et Philae dont on sait qu'ils firent grande impression sur certains membres de l'expédition, comme Villiers et Jollois par exemple. Ce dernier laissa même son nom inscrit sur les parois du temple de Médinet Abou, non loin de Luxor. De manière générale, la région thébaine, du fait de la richesse de ses vestiges, occupa les savants durant de nombreuses semaines. Ces visites donnèrent même lieu à la découverte de tombes oubliées dans la vallée des rois et dans les nécropoles alentours. Mais c'est dans la ville de Rachid, ou Rosette dans sa version française, que fut faite la découverte la plus célèbre, bien qu'elle n'ait pas été réalisée par un scientifique. La guerre étant loin d'être finie, la campagne de Syrie se soldant par une défaite en juin 1799 pour les Français, ces derniers continuent de renforcer et consolider leurs fortifications. Alors qu'on restaure le fort Rachid près de Rosette, fort qu'on nommait alors le fort Julien en hommage à Thomas Prosper Julien, un aide-de-camp de Bonaparte tué pendant l'expédition, alors qu'on restaure ce fort donc, on découvre une stèle trilingue, une stèle antique, avec écrit dessus du grec ancien qu'on maîtrise, qu'on sait déchiffrer sans aucun problème à cette époque. Mais également deux autres écritures qu'on ne sait pas déchiffrer alors. Une qu'on appellera plus tard le démotique, l'autre les hiéroglyphes. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la célèbre pierre de Rosette. On prévient alors l'officier Pierre-François-Xavier Bouchard. Ce dernier, connaissant le grec, étant membre de la commission des arts et des sciences, va en référer au général Menou. Et le général Menou, lui, va demander aux scientifiques de traduire la partie grecque. Celle-ci n'est ni plus ni moins qu'un décret du 27 mars 196 avant Jésus-Christ de Ptolémée V, qui régnait alors sur l'Égypte. Ce décret assure déjà le caractère divin de la personne de Ptolémée V, car oui, à l'époque, les souverains se prenaient pour des dieux, c'est comme ça, et aussi un décret qui exonère de diverses taxes les prêtres de la région de Memphis. Bon, la teneur de ce texte en soi n'est pas super intéressante, mais l'intérêt réside, vous l'aurez compris, dans le caractère trilingue de la stèle, car la pierre de Rosette va permettre à un certain Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. C'est-à-dire il y a tout juste 200 ans. Eh oui. Malheureusement, à partir de l'été 1799, tout part à volo dans l'expédition d'Égypte, et en particulier dans sa dimension militaire. En effet, en août 1799, Bonaparte quitte l'Égypte sans même prévenir ses généraux.
Il sent bien que le vent est en train de tourner, et pas dans le bon sens, et qu'il vaut mieux rallier la France pendant qu'il en est encore temps. Une petite partie des scientifiques accompagne le général en chef, comme Monge, Berthollet et Vivant Denon. C'est alors Jean-Baptiste Kléber qui est nommé à la tête de l'expédition. Et c'est sous la direction de Kléber que naît le projet même de description de l'Égypte. En novembre 1799, le général décide ainsi que les résultats des recherches faites sur place seront publiés afin de, je cite, « répandre l'instruction et concourir à élever un monument littéraire digne du nom français ». Kléber reprend donc l'idée de base de l'objectif scientifique de la campagne en développant l'aspect stratégique. Pour ce faire, il ordonne de recueillir tous les renseignements propres à faire connaître l'état moderne de l'Égypte sous les rapports des gouvernements, des lois, des usages civils, religieux et domestiques. Malheureusement, le projet connaît un violent coup d'arrêt en juin 1800 lorsque Kléber est assassiné au Caire par un étudiant syrien. Le successeur de Kléber, Jacques de Menou, relança le projet de publication, mais il fallut attendre 1802 pour que Napoléon lui-même ne l'officialise à travers un arrêté en date du 6 février. Dans cet arrêté, Bonaparte, alors premier consul, réserve la publication des résultats de l'expédition à ce qui deviendra l'imprimerie impériale. Les mémoires, plans, dessins et généralement tous les résultats relatifs aux sciences et arts obtenus pendant le cours de l'expédition d'Égypte seront publiés aux frais du gouvernement. En 1801, après une nouvelle défaite dans la baie d'Aboukir, les Français capitulent face à l'armée britannique. Les Anglais réclament alors qu'on leur remette tous les travaux et toutes les découvertes réalisées par les savants de l'expédition, ce que ces derniers refusent catégoriquement, quitte à menacer de détruire eux-mêmes leurs relevés. Suite aux négociations, les généraux anglais finissent par accepter de ne saisir que les découvertes considérées comme majeures, c'est-à-dire les monuments et vestiges les plus imposants, parmi lesquels la pierre de Rosette. C'est la raison pour laquelle cette stèle se trouve encore aujourd'hui au British Museum, et la raison pour laquelle Champollion ne put travailler que sur des copies, aussi imprécises soient-elles. Au total, 25 savants perdent la vie en Égypte, que ce soit dans les combats ou à cause des maladies. Les autres, une fois de retour en France, doivent subir une sévère quarantaine dans le port de Marseille. Au retour d'Égypte, une commission est créée afin de préparer la publication de la description de l'Égypte. Cette commission comprend une dizaine de savants, parmi lesquels Monge, Fourier, Berthollet ou encore Jomard, qui en devient le premier commissaire. Jomard fut lié jusqu'à sa mort à la description, et il fit même transférer tous les travaux réalisés en Égypte à la Bibliothèque royale durant la Restauration, après qu'il en ait été nommé conservateur en 1828. Au total, ce sont 43 auteurs qui participent à la rédaction de la description de l'Égypte, réalisant pas moins de 160 mémoires qui composent l'œuvre finale. Le titre complet de cette œuvre encyclopédique est « Description de l'Égypte » ou « Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française ». Elle comprend 3 parties, pour un total de 20 volumes représentant des milliers de pages. En 1809 paraît une première édition dite impériale, sur ordre de Sa Majesté Napoléon le Grand. 1000 exemplaires sont ainsi imprimés entre 1809 et 1822, soit même après la mort de Napoléon en 1821. 200 exemplaires sont d'ailleurs donnés à Napoléon, qui les redistribue à qui il estime les mériter. Et vu l'ampleur de l'ouvrage, on peut dire que cette description se mérite. 9 volumes de texte, 11 volumes de planches, dont certaines en couleur, dont nous vous laissons admirer le travail. Cette première édition coûtait alors entre 3500 et 5500 francs selon la qualité du papier, soit la rémunération annuelle d'un savant comme Jomard. Le coût total de l'édition impériale s'élève à 4 millions de francs de l'époque, ce qui est une somme absolument considérable. Et la plupart des exemplaires étant offerts aux auteurs et aux bibliothèques, le projet est un véritable gouffre financier. Mais en dépit de ce coût faramineux, les différents changements de régime n'impactent pas la publication de la description. Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, les différents gouvernements continuent l'édition bien qu'elle soit liée à l'origine à Napoléon en personne. Le frontispice de l'édition impériale de la description de l'Égypte est particulièrement célèbre. Il montre notamment l'empereur sous les traits d'Apollon, précipitant son char sur les Mamelouks qu'il écrase. Au-dessus de lui se trouve un disque ailé typique de l'iconographie des temples égyptiens. Sur les parties latérales sont figurés une douzaine d'étendards au nom des principales batailles de la campagne d'Égypte, comme Aboukir, Alexandrie ou encore Pyramide. Outre ce frontispice, un meuble spécial fut créé pour l'occasion.
Dessiné par Jomard, ce meuble est décoré de bronze et frises aux motifs égyptisants typiques de ce qu'on appelle alors le style Retour d'Égypte. Une seconde édition de la description de l'Égypte, moins coûteuse, vit le jour entre 1820 et 1829, publiée par l'éditeur Pankouk. Le texte est alors réduit et l'ensemble moins luxueux, mais plus accessible, assurant l'immense succès d'édition de cette œuvre, en dépit de son aspect monumental. Mais comme nous sommes alors à l'époque de la Restauration, les allusions à Bonaparte sont enlevées, et la description de l'Égypte est désormais dédiée au roi, c'est-à-dire Louis XVIII, puis Charles X, tous deux frères de Louis XVI. Du fait de la déroute française en Égypte et du retour précipité au pays, certains relevés se révèlent imprécis, voire complètement erronés. C'est par exemple le cas de quelques cartes qui sont erronées, ou encore de l'estimation de la population égyptienne, évaluée à environ 2 500 000 habitants, alors que le pays devait en compter à peu près 4 millions. La religion et l'art d'Ancienne Égypte sont pour leur part décrits d'après les croyances et les maigres connaissances de l'époque, alors que les hiéroglyphes n'étaient pas encore déchiffrés et l'égyptologie une discipline en devenir. Les inscriptions hiéroglyphiques, justement, sont très imprécises, et Jean-François Champollion en corrigea un certain nombre lors de son propre séjour en Égypte entre 1828 et 1829. Le tableau méthodique des hiéroglyphes établi par Jomard est un bon exemple de cette tentative de classement des hiéroglyphes à une époque où ils n'étaient pas encore déchiffrés. Mais il faut se souvenir que les savants ont travaillé sous la menace permanente de la guerre et dans des conditions assez déplorables, notamment dues à la chaleur, au sable, aux maladies, etc. Néanmoins, en dépit de toutes ces imprécisions, certaines planches de la description montrent des monuments aujourd'hui disparus et sont de ce fait d'importance majeure pour l'égyptologie. C'est par exemple le cas de certains monuments de la région d'Assiout, en Moyenne-Égypte. L'idée de départ de la campagne d'Égypte était de repousser la présence anglaise sur le territoire et d'apporter la civilisation et les lumières à tout le Proche-Orient. Les savants de l'expédition devaient donc répertorier tout ce qui a trait à l'Égypte ancienne et moderne afin de faire évoluer nos connaissances sur le sujet tout en industrialisant le pays. Bon, on va pas se mentir, la campagne d'Égypte est un échec total au niveau militaire, diplomatique et économique. L'armée d'Orient a été réduite de moitié en moins de 3 ans et a privé la France de troupes qui auraient pu lui être utiles sur le continent européen, et ce pour rien au final. L'Empire ottoman, pourtant allié à la France depuis François Ier, a été contraint de déclarer la guerre à la République, même si les relations vont vite revenir à la normale une fois l'expédition terminée sous le Premier Empire. La Grande-Bretagne n'a pas perdu sa puissance maritime en Méditerranée et semble même renforcée. Et l'expédition accuse quand même un déficit de 12,5 millions de francs, ce qui est assez énorme, surtout quand on connaît les difficultés économiques de la France sous le Directoire. Donc non, c'était pas ouf. Mais cette campagne d'Égypte est un succès indéniable sur un autre plan. Effectivement, si la campagne d'Égypte est un échec, sa dimension scientifique a permis, bien qu'à retardement, de donner naissance à une œuvre d'importance capitale dans la naissance même de la discipline égyptologique. En effet, Champollion a eu ainsi accès à de nombreuses copies de monuments égyptiens qui lui permirent de confirmer ses intuitions quant au déchiffrement des hiéroglyphes. De plus, si la description connut un tel succès, c'est parce qu'elle alimenta l'égyptomanie qui agitait alors les cercles savants européens. Le goût pour l'orientalisme s'en trouva ainsi ravivé, le déchiffrement des hiéroglyphes marquant le paroxysme de cette passion pour l'Égypte. La description permit même de nuancer, voire d'oublier la débâcle militaire en se concentrant sur les progrès scientifiques plutôt que sur les défaites. Merci d'avoir regardé cette vidéo et un immense merci à Rob d'être passé sur la chaîne, c'était un honneur de te recevoir. Ah, je t'en prie. C'est moi qui te remercie d'avoir pu intervenir dans ta vidéo. Allez faire un tour sur sa chaîne l'histoire avec une grande H afin de voir l'épisode consacré à la campagne d'Égypte. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à toutes ces autres vidéos, elles sont passionnantes. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. À la prochaine!